Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Catherine Guillouard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Bonjour. PDG de la RATP, vous avez été nommée l'été dernier en remplacement d'une certaine Elisabeth Borne qui est devenue ministre des Transports. Dans ce secteur du transport, on parle beaucoup de la SNCF et dans le cas de la SNCF, on parle beaucoup de l'ouverture à la concurrence. Or, cette ouverture à la concurrence, c'est aussi une réalité qui va arriver pour la RATP. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quand est-ce que vous, la RATP, vous aurez aussi cette ouverture à la concurrence à préparer? D'accord. Écoutez, l'ouverture à la concurrence, c'est pas nouveau déjà pour la RATP, puisqu'en fait, depuis 2002 et la création de la RATP Dev, nous avons l'habitude de répondre à des appels d'offres. Alors certes, pas en Île-de-France, en France et à l'étranger. Et du coup, on s'est déjà frotté, si je peux dire, au monde de la concurrence. En revanche, on a un cadre qui a été fixé par un règlement européen depuis 2009 et qui va faire que nous avons plusieurs étapes à franchir. La première étape à franchir va être celle du 31 décembre 2024, où le monopole sur l'ensemble de notre réseau de bus à Paris en Petite Couronne tombera. Et donc là, effectivement, les concurrents pourront venir candidater. Ligne par ligne, j'imagine? Ah, ça, ce sera à l'autorité, à notre autorité organisatrice de le décider. Oui. Donc ça, c'est pas encore décidé, si je puis dire, ni designé. Ensuite, on aura un deuxième rendez-vous qui est le 31 décembre 2029 sur les trams et 2039 pour le ferré. Ce qu'on appelle le ferré chez nous, c'est le métro et le RER A et B. Oui. Deuxième élément qui est quand même aussi à prendre en compte, c'est que nous allons répondre à des appels d'offres offensifs, c'est-à-dire que des nouvelles lignes vont s'ouvrir sur lesquelles la concurrence va jouer à plein. Et là, la RATP va essayer d'aller gagner des marchés. C'est les lignes du futur Grand Paris. Voilà, exactement. Donc, alors, il y a à la fois des lignes du futur Grand Paris, puisqu'il y aura la ligne 15, la 16, la 17 et la 18 au fur et à mesure, évidemment, de leur construction et de leur mise en route. Mais avant même cela, il y a le tramway T9, le tramway T10 et puis aussi le contrat des bus d'Optile en Grande Couronne qui va s'ouvrir également dans les années qui viennent. Donc on aura aussi, si je puis dire, un tour de chauffe, comme diraient les gens qui font de la Formule 1, avec cette vague d'appels d'offres offensifs auxquels, évidemment, le groupe RATP viendra participer. Vous disiez, vous êtes déjà en concurrence sur des marchés en dehors de l'Île-de-France. Comment est-ce qu'on fait pour se préparer quand même à ce changement qui est majeur pour la RATP, effectivement, qui est habituée au monopole historique qu'elle avait pu avoir en région parisienne? Eh bien, c'est un travail collectif dans lequel le groupe RATP est engagé d'ailleurs depuis plusieurs années dans une transformation. Donc, il y a plusieurs partenaires, si je puis dire, dans cette transformation. Il y a les salariés eux-mêmes. Je pense honnêtement qu'en plus, l'expertise et la connaissance des transports publics qu'ont nos personnels est le principal atout, en fait, de cette ouverture à la concurrence. Les partenaires sociaux, avec lesquels on a entamé, des discussions à la fois pour comprendre les enjeux de l'ouverture à la concurrence et comment on va s'y préparer, et puis bien évidemment nos autorités de tutelle, puisque nous aussi, le moment venu, on aura besoin de dispositions législatives et réglementaires pour préparer notre cadre d'entrée dans l'ouverture à la concurrence. Les sujets dont on parle dans le cas de la SNCF, comme le surendettement, le vieillissement de l'infrastructure, ça, c'est des sujets qui se posent de façon très différente pour la RATP? Oui, je pense que il n'y a pas une volonté du tout du groupe RATP d'être arrogant ou quoi que ce soit, mais je crois que vraiment les entreprises sont dans des situations qui sont très différentes. La RATP aujourd'hui est une entreprise qui va bien sur le plan de la structure financière. Je prends un exemple, puisqu'on parle beaucoup d'endettement, donc parlons-en. On a fini l'année avec une diminution de notre dette d'à peu près 200 millions d'euros, ce qui veut dire qu'on a un ratio d'endettement qui est de 1,1 fois les capitaux propres, ce qui est très raisonnable, sachant que le groupe RATP est aussi un gestionnaire d'infrastructures et porte beaucoup d'actifs à son bilan. On a eu des résultats solides, vous l'avez vu, on a une progression de notre excédent brut d'exploitation, ce qui est important, de plus de 20%, ce qui veut dire qu'on a été capable de dégager une augmentation significative de notre résultat net grâce à un effort collectif de l'entreprise.
c'est à la fois, j'allais dire, on parlait de préparation à l'ouverture à la concurrence, la moitié de la progression de l'EBE a été engrangée au travers de mesures de productivité. Bon. Et la productivité, c'est aussi pas uniquement des problématiques d'effectifs, c'est des problématiques d'organisation, de méthodologie, de processus. Et je pense qu'il y a une maturité du dialogue au sein de l'entreprise qui permet d'aborder ces sujets-là. Il va falloir qu'on continue à l'avenir, évidemment. Donc, la situation financière est différente et la situation aussi du réseau est différente, puisque au travers du contrat qui nous lie à notre autorité organisatrice qui est Île-de-France Mobilité, on a un contrat qui est relativement vertueux puisque l'intégralité du cash que nous générons, nous le réinjectons quasiment en investissement. Donc, si vous voulez, cette année, on a investi en Île-de-France 1,560 milliard. L'an prochain, on a un contrat qui est à 1,740 milliard. Et tout ça, c'est de la modernisation des infrastructures, des constructions de nouvelles infrastructures. Je rappelle qu'on est en train d'étendre 4 lignes de métro dans Paris et de la modernisation, évidemment, au service du voyageur au travers de différents éléments qui peuvent être des rénovations de gares, de stations, tout un ensemble j'allais dire, de prestations que nous devons offrir à nos clients voyageurs. Quand on parle de transport urbain, on parle beaucoup de nouvelles mobilités. Dans quelle mesure la RATP, avec un réseau historique, une infrastructure et notamment de métro qui a été conçue il y a des décennies et même plus, comment on fait pour concilier ça avec l'apparition de nouvelles modalités, de nouvelles façons de penser le transport, aidées par le numérique, de plus en plus individualisées, comme les VTC bien sûr, mais voilà, est-ce que c'est complémentaire ou est-ce qu'à un moment, votre concurrence, ce sera aussi celle-là? Alors, il faut pas se payer de mots, le paysage concurrentiel est en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'à la fois, nous avons, comme j'allais dire, compétiteurs traditionnels les autres opérateurs de transport, mais on voit arriver les GAFA. On voit arriver les GAFA dans la mobilité, on voit aussi arriver certains de nos propres fournisseurs de matériel qui, j'allais dire, viennent chasser sur nos terres en essayant, par exemple, de faire de l'exploitation et de la maintenance et plus uniquement du matériel. Donc ça fait partie d'ailleurs de notre thème de travail de l'ouverture à la concurrence, c'est de regarder et de bien comprendre le paysage concurrentiel tel qu'il est pour pouvoir justement à la fois y répondre. Alors comment on y répond? D'abord, on y répond en investissant dans le numérique et en innovant. C'est absolument clé. On a un programme d'innovation qu'on a voulu à la fois ambitieux mais pragmatique. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ce programme d'innovation nous permette de raccourcir ce que j'appelle le time to market, d'avoir un bénéfice client, soit vis-à-vis des autorités organisatrices, soit vis-à-vis des clients voyageurs. En clair, on va travailler sur, et principalement 4 sujets, l'intelligence artificielle, les véhicules autonomes, le Building Information Modeling, parce qu'on est aussi un opérateur immobilier et foncier, d'accord, et puis tout ce qui tourne autour des smart cities. Et puis on investit dans le numérique, évidemment. Là, on a un programme qui est assez conséquent d'investissement. Entre 2018 et 2020, on a une enveloppe de 330 millions d'euros qui doit servir à la fois à créer des nouveaux services pour les clients voyageurs directement. Par exemple, un alerting personnalisé sur lequel on travaille parce qu'on pense que c'est fondamental d'offrir ce service-là. Aussi à nos AO, avec un cockpit d'exploitation. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, grâce au numérique, on est capable de mettre des capteurs sur les portes de RER, de voir plutôt qu'est-ce qui se passe et de limiter les pas de maintenance et donc d'être plus efficient en termes d'opération. Exemple concret. Troisième impact qui est important dans notre plan numérique, c'est nos collaborateurs, parce qu'on ne peut pas se décréter numérique, il faut aussi que la communauté humaine de l'entreprise pense et vive le numérique. Voilà. Donc on a un programme digital, passeport digital pour nos collaborateurs, par exemple, et puis ensuite on a évidemment un programme qui tourne autour de notre rôle, puisque nous voulons devenir le partenaire privilégié des villes intelligentes et durables. On a tout un programme qui tourne autour de la ville intelligente et durable pour offrir des services sur ces thèmes-là. Donc, on embarque, j'allais dire, à la fois par l'innovation et le numérique, un certain nombre d'avancées qu'on est ensuite capable de transfuser dans la façon dont on gère notre réseau. Et même si le réseau de métro, il peut vous paraître ancien,
On a été capable de moderniser des lignes sans les arrêter, puisqu'on est le leader de l'automatisation du métro tout en l'exploitant, ce qui est un cas unique, hein, je le dis, puisqu'on est reconnu à l'étranger. Même nos partenaires japonais viennent voir comment on fait. Et c'est un bon exemple où on transforme une infrastructure qui a effectivement 100 ans en un système ultra performant. On l'a déjà fait pour la 1, on est en train de le faire pour la 4, et où on arrive à faire tourner après des métros avec une régularité beaucoup plus grande et des intervalles de temps beaucoup plus courts, puisqu'on est sur de l'automatique à 85 secondes d'intervalle, et donc évidemment une capacité à embarquer dans de meilleures conditions nos clients voyageurs. Une dernière question, la RATP, on la connaît a priori beaucoup pour l'Île-de-France, mais vous allez chercher des marchés à l'étranger et ailleurs en France. Est-ce que demain, si des réseaux régionaux ferrés sont ouverts à la concurrence, les réseaux de TER de la SNCF, est-ce que la RATP pourrait là aussi être candidate? Je crois qu'il ne faut pas qu'on s'interdise quoi que ce soit, parce qu'on a ce savoir-faire qu'on a accumulé à différents endroits du groupe. RER, c'est quand même 2 millions de voyageurs par jour, qu'on co-gère évidemment avec la SNCF, mais c'est 2 millions de voyageurs jour. On commence à avoir aussi une bonne maîtrise des problématiques ferrées au travers, par exemple, du GO-Train qu'on a en Afrique du Sud. On exploite aussi un train dans la région d'Arezzo. Et on est, par exemple, actuellement préqualifié sur le RER de Toronto. Donc on commence à avoir des références, et on a des références qui peuvent nous permettre effectivement d'envisager ce type d'aventure. On verra, ça dépendra des conditions évidemment qui seront, je veux dire, celles du cahier des charges. Et puis on a parfois des partenaires, comme c'est le cas par exemple sur CDG Express, où on va avec un partenaire qui est Keolis. Donc on peut aussi imaginer à un moment donné non seulement y aller, mais aussi pourquoi pas dans un cadre de partenariat. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Catherine Guillaume. Merci à vous. Bonne journée à tous. Merci, au revoir.